à tous. Merci à tous d'être ici. Donc mes collègues me font l'honneur d'être président de ce jury. Donc je suis Olivier Thomas, professeur aux Arts et Métiers à Lille. Et le jury est constitué des deux rapporteurs, Jean-Loïc Lecaroux, qui est professeur à l'Institut Jean-Léon d'Alembert à Paris, Christophe Vergès, directeur de recherche au LMA de Marseille, Stéphane Milo. Ah oui, Stéphane est en visio. Tu nous entends bien? Est-ce que tu entends Olivier Thomas? Oui, j'entends tout. Ok, bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane Milbao, qui est professeur à l'Université d'Édimbourg en Angleterre. Non, en Écosse, je dis. Une grande erreur, ça. Oh, désolé Stéphane. Soisy Terrien, chargé de recherche ici au Loom. Et puis les deux encadrants, François Gauthier et Frédéric Capitzer. Et puis un invité, Frédéric Fradet, j'avais pas retenu ton nom. Frédéric Fradet, qui est ingénieur et voilà, et qui fabrique des cristals d'achat. Voilà. Audrey, je vous laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour ma soutenance de thèse de doctorat. Merci également aux membres du jury d'avoir accepté de participer et d'examiner mon travail. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'acoustique du cristal Bachet. Le cristal Bachet... Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Ah, ok. Donc le cristal Bachet porte le nom de ses inventeurs, Bernard et François Bachet, qui ont commencé leur collaboration dans les années 50 pour proposer de nouvelles sonorités. Et donc pour ça, ils ont inventé de nombreux instruments de musique. Et pour ça, ils ont également collaboré et rencontré de nombreux musiciens qui ont fait évoluer leurs instruments, notamment Yvonne et Jacques Lastry. Par la suite, ils ont également fait des sculptures sonores qu'ils ont exposées dans des musées à travers le monde. Donc, notamment ici, vous avez une exposition au musée d'art moderne à New York. Fait notable, ils ont également participé à la fabrication de costumes pour un film Qui êtes-vous, Polymagou, où ils ont créé des robes pour les mannequins en métal poli. Il faut savoir que le métal poli est vraiment une signature esthétique des frères Bachet. Et également, ils ont voulu rendre leur œuvre accessible au plus grand nombre. Et pour ça, ils ont construit des monuments visibles depuis la rue. Donc, on a des beffrois, mais également des signaux sonores pour les écoles et les collèges, par exemple. Vous avez ici une présentation, une photo du signal sonore aux Ulysses. Et puis, ils ont également adapté leur instrument de musique pour des publics divers, notamment les enfants ou les personnes en situation de handicap, avec cet instrumentarium pédagogique. Finalement, l'exploration musicale et leur fabrication de l'instrument de musique a permis le dépôt de nombreux brevets. Donc, vous pouvez en voir un ici. Ces brevets montrent que l'instrument est composé de plein de petits modules acoustiques qui s'assemblent et qui peuvent être modulaires. Et notamment, on peut retrouver à travers ces petits éléments qu'on pourrait considérer comme des Legos acoustiques, les éléments qui composeront plus tard le cristal Bachet, notamment avec cet élément qui est la tige de verre. Le cristal Bachet, maintenant, est composé d'un clavier en verre accordé chromatiquement. Ce clavier est raccordé à une grande poutre métallique qui est nommée collecteur. Ce collecteur repose sur des pieds et est connecté à différents éléments, notamment les cônes de métal, ou les cônes en plastique ou qui peuvent être également en carton, et cette feuille de métal. Et je vais activer le pointeur. Cette tôle de métal qui a un son particulier, mais également les moustaches qui sont raccordées à ce collecteur, qui sont de très fines tiges en métal également, qu'on peut un peu mieux voir avec ce contraste. Chaque note du clavier est composée d'un assemblage fait d'une tige de verre, de deux tiges filetées et également d'une masselotte qu'on appellera plongeoir.
Cet assemblage très particulier, on le nommera par la suite résonateur. Maintenant que je vous ai présenté le cristal, on va pouvoir écouter les sons que produit cet instrument. Donc, comme vous avez pu l'entendre et le voir avec le spectrogramme, les sons produits sont extrêmement divers, que ce soit des sons avec des attaques très précises ou quelque chose de plus vaporeux. Également, le timbre peut être très pur ou très riche à l'inverse. Et la manière dont sont produits ces sons peuvent être illustrés par ce schéma. Tout d'abord, le son, il est créé à la suite d'un geste du musicien qui va générer une excitation, un mécanisme d'excitation qui est ici le frottement. Le frottement va générer la vibration d'un élément particulier qui est le résonateur. Les paramètres dynamiques de ce résonateur vont donner la hauteur de la note perçue. Et enfin, la vibration va être transmise par les éléments rayonnants à l'air, et donc on va pouvoir entendre un son avec nos oreilles. Dans le cas du cristal bâché, il y a une fonction supplémentaire qui est celle d'enrichir le son, notamment celle produite par la tôle de métal. Cette feuille faite de métal va enrichir le son, mais elle a également une autre fonction qui est celle de rayonner le son. Dans le cadre des moustaches, celles-ci donc ont une unique fonction, c'est d'enrichir le son. Et finalement, ce schéma va va traduire ma présentation. Tout d'abord, je vais parler de la production de l'auto-oscillation. Dans un deuxième temps, je vais m'attarder sur l'interaction entre le doigt et la tige de verre via la mesure de la loi de frottement. Dans un troisième temps, je vais vous parler de l'enrichissement sonore induit par les moustaches. Puis, à la fin, je vais évoquer l'enrichissement spectral produit par la tôle de métal. Tout d'abord, parlons de la production de l'auto-oscillation et notamment sous l'angle de la jouabilité. La jouabilité, qu'est-ce que c'est? C'est la facilité à émettre un son par l'instrumentiste. Donc on va écouter Catherine Brisset nous parler de la jouabilité de son instrument qui est le cristal. En fonction de la tessiture de l'instrument, je vais changer partiellement le geste. À côté de ça, dans l'aigu, ça va être une question un peu différente puisque les aigus vont sonner relativement fort, mais par contre, l'émission du son est plus délicate. Donc cette fois, ça va être plus le geste du doigt qui va changer. Finalement, ce que nous dit Catherine Brisset, c'est que la jouabilité, elle va évoluer en fonction du registre de l'instrument, que ce soit grave ou aigu, et également qu'il va y avoir des difficultés dans les notes aiguës. Et donc, on va essayer d'expliquer pourquoi. Et comment on va expliquer ça? En développant un modèle minimal et en décrivant avec un descripteur la jouabilité. On va essayer de quantifier finalement cette jouabilité. Notre modèle, il va modéliser l'interaction entre le doigt et un résonateur isolé. Lorsque le doigt vient frotter la tige, il peut être décrit par une force d'appui, donc Fn, qui est, elle, verticale, et la vitesse du doigt, donc qui, elle, est horizontale et se dirige dans l'axe des X. Il va en résulter de ce geste une force de frottement, Ft, qui va s'opposer au mouvement. Sous certaines conditions, ça va déclencher une instabilité qui va donner lieu à une vibration auto-entretenue. Et plus précisément, on va avoir un phénomène qu'on appelle d'adhérence glissement, ou stick slip en anglais.
Et c'est ce qu'on va chercher à modéliser. Pour modéliser finalement nos paramètres, le geste, on va avoir besoin de paramètres de jeu. Dans une situation réelle, en fait, le geste est très complexe, comme on peut le voir sur cette vidéo. Et nous, on va chercher à simplifier ce geste, et notamment, on va réduire ce geste à 2 paramètres qu'on a déjà évoqués, qui est la force d'appui du doigt verticale et cette vitesse du doigt. On va également considérer un geste très simple, où le doigt va venir frotter le dessus de la tige de verre, et va se déplacer selon l'axe X seulement. Et également, ça sera un contact qui sera considéré comme ponctuel. Il se trouve que ces 2 paramètres et ce geste peut être mesuré, et c'est ce qu'on est venu faire avec Catherine Brisset, qui va reproduire ce geste, donc un premier mouvement qui est un mouvement qu'on appelle tirer, et un deuxième mouvement qui va arriver bientôt sur la vidéo, qui va être un mouvement qu'on appelle pousser. Entre ces 2 mouvements-là, on va avoir une décroissance de la force, puis une reprise de cette force assez rapide qu'on voit ici. Maintenant qu'on a nos paramètres de jeu, on va extraire les paramètres du résonateur. Finalement, ce qu'on cherche à connaître, c'est le comportement dynamique du résonateur. Et pour ça, on va utiliser des paramètres modaux. Donc, ça va être les déformées modales, phi n, les fréquences propres, qui vont être Fn, et l'amortissement modal, xi n. Pour ça, on va utiliser 2 méthodes en parallèle, une méthode expérimentale qu'on appelle analyse modale expérimentale et une méthode numérique issue des éléments finis qu'on a effectuée avec le logiciel commercial COMSOL. Ces 2 méthodes vont nous donner des courbes similaires qu'on peut voir ici. Donc on va tracer ce qu'on appelle la mobilité, qui représente la réponse de notre instrument normalisée par rapport à une force en fonction de la fréquence. On remarque que quand cette courbe présente des pics, donc ça veut dire que la mobilité est élevée, on va obtenir des modes de vibration qui vont être décrits par leur déformé, donc leur mouvement, et leur fréquence et leur amortissement. Nous, on va s'intéresser à un mode en particulier, qui est le mode numéro 3. Pourquoi? Parce qu'en situation de jeu, comme par exemple, on est venu mesurer le son produit par le geste qu'on a montré tout à l'heure, et ce son est périodique et la fréquence fondamentale correspond à ce mode numéro 3. Maintenant qu'on a les paramètres de jeu et les paramètres du résonateur, il nous faut finalement une loi qui va donner l'interaction entre les deux, et il s'agit de la loi de frottement. Cette loi de frottement, elle est notée mu, et c'est la relation entre la vitesse relative et un rapport de force qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, Ft et Fn. Cette loi de frottement, elle doit décrire les 2 phases dont on a vu tout à l'heure, l'adhérence et le glissement. L'adhérence correspond à la vitesse relative nulle, donc c'est-à-dire que la tige de verre et le doigt vont avoir la même vitesse. Finalement, ça correspond à la portion verticale ici. Et donc, la force Ft peut prendre une finalement, elle peut prendre de nombreuses valeurs entre les bornes qui sont définies par μs, qui est le coefficient de frottement statique. Dans le cas du glissement, finalement, c'est les courbes ici. La force de frottement, elle va dépendre d'un coefficient qui s'appelle μd ici, et qui va décrire la relation entre la vitesse relative et différents paramètres. Donc on a μd qui est finalement la valeur dans les hautes vitesses relatives, μs qu'on a déjà évoqué qui définit la force maximale qu'on va obtenir en force de glissement, et puis V0 qui est un paramètre de forme qui va donner la relation entre qui va donner une sorte de courbure à cette fonction. Donc, on a besoin de connaître ces paramètres, et donc pour ça, on va s'appuyer sur la littérature qui nous donne la loi de frottement qui a été trouvée par Derler, qui caractérise une loi de frottement en glissement pour un doigt mouillé et du verre. Donc, on obtient les paramètres ci-dessous. Maintenant qu'on a nos paramètres de geste, nos paramètres du résonateur et l'interaction entre les deux,
on va pouvoir faire des analyses, et notamment l'analyse de stabilité linéaire. Donc cette analyse-là, elle permet de connaître la réponse de notre résonateur face à une petite perturbation d'équilibre glissant. C'est-à-dire qu'on est en situation de glissement, le résonateur ne bouge pas, et on a une petite perturbation. Est-ce que ce résonateur va se mettre à osciller? Donc pour ça, on va partir de l'équation du mouvement avec au second membre les efforts généralisés. On va ensuite venir linéariser cette équation. On va obtenir des termes statiques et dynamiques. Nous, on va s'intéresser à la partie dynamique, donc cette équation ici. Et on remarque que les efforts, finalement, sont la multiplication entre la vitesse du résonateur et un opérateur matriciel A en rouge. Cet opérateur matriciel, il va dépendre des paramètres de geste, donc Fn et la vitesse du doigt, et également des paramètres de la loi de frottement. Quand on vient résoudre cette équation, finalement, on peut lire ça comme si on apporte plus d'énergie à notre système qui peut en dissiper, une oscillation va être générée. Et donc, finalement, la résolution nous donne des pôles qui vont être décrits selon leur caractère stable ou instable. Et notamment, quand ils sont stables, on est dans une situation où la partie réelle de ce pôle est négative. Il n'y aura donc pas d'oscillation, donc le silence. À l'inverse, lorsque la partie réelle de ce pôle va être positive, on aura génération d'une auto-oscillation, ou plutôt on déclenchera l'instabilité. Donc ici, on est venu représenter ces pôles dans le plan complexe, donc la partie imaginaire en fonction de la partie réelle, et on va faire varier la force d'appui, donc un paramètre de geste du musicien. Lorsque la force est nulle, on obtient les petits marqueurs noirs, c'est la réponse libre de l'instrument. Puis, lorsqu'on va faire augmenter cette force d'appui, on voit que les pôles disons que la partie réelle augmente, jusqu'à atteindre un seuil où on va passer en partie réelle positive, et donc il y aura production d'un son. Finalement, on peut définir un critère de jouabilité qui est une force minimale pour laquelle on va avoir une partie réelle qui est positive. Donc par exemple, pour notre mode qui nous intéresse, notre force ici, elle va être très faible, de l'ordre de 0,1 Newton. Maintenant, on peut regarder finalement ce critère de jouabilité non plus en fonction de un paramètre, mais en fonction des deux paramètres de geste, notamment ici une cartographie en fonction de la vitesse du doigt et la force d'appui. Et on voit que pour une vitesse du doigt élevée, donc dans cette zone, on n'aura pas de son. Et dans cette zone verte, on aura une instabilité et donc potentiellement un son. On peut faire une petite démo ici. Donc quand je vais très vite, il n'y a pas d'oscillation, il n'y a pas de son. Et puis quand je vais aller un peu plus lentement, là on a, vous avez pu le percevoir, il y a une instabilité et donc du son qui est créé. Maintenant, on peut chercher à connaître non pas la jouabilité en fonction des paramètres de jeu, mais en fonction des paramètres de design de l'instrument. Et c'est ce qu'on est venu faire par la suite. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que nous, on veut connaître en fonction du design, mais aussi en fonction du registre, pour comprendre la problématique initiale donnée par Catherine Brisset. Donc finalement, on remarque que ce qui gouverne principalement la fréquence de jeu, ça va être la longueur des tiges filetées, comme on voit sur cette photo. Et donc, on est venu faire varier la longueur de ces tiges filetées numériquement pour obtenir chaque note du cristal bâché. Pour chacune des notes, on va obtenir un nombre de modes important, mais seulement certains vont nous intéresser, notamment notre mode principal, qui a une fréquence qui est égale à la fréquence de la note jouée. Ça, c'est super. Et puis, après, il y a des modes qui, par exemple, ne vont pas varier. Leur fréquence ne va pas varier en fonction de la note, comme c'est le cas pour ces modes de tige de verre. Et puis, il y a également d'autres modes qui vont varier, dont leurs fréquences vont varier en fonction de la note, comme ce mode de plongeoir. Il faut savoir que ce mode de plongeoir va avoir une facilité à se coupler avec d'autres modes. Maintenant, quand on vient tracer notre critère
de jouabilité, donc cette force minimale pour obtenir un son, on va voir que cette force minimale, elle correspond ici à la force minimale pour avoir une instabilité du mode principal. Donc super, c'est finalement le mode principal qui est le plus facile de jouer. Et puis, par la suite, on voit également que cette force minimale, elle augmente avec la fréquence de la note. Donc ça veut dire que ça va être plus difficile de jouer dans les aigus, mais d'autant plus qu'il y a dans ces aigus une hétérogénéité. On va avoir d'une note à l'autre une force qui va énormément augmenter. Et cette hétérogénéité de la force, elle est directement corrélée avec le couplage modal entre le mode principal et le mode de plongeoir. Donc finalement, le couplage modal qui est lié à la proximité fréquentielle entre ces deux modes va venir interférer avec la jouabilité, va impacter négativement la jouabilité. Et donc pour éviter cela, on veut éviter le croisement fréquentiel. Donc on était dans cette situation-là auparavant où la longueur du plongeoir était identique. On vient faire modifier la longueur du plongeoir en fonction de la longueur de la note. Il n'y a plus de croisement fréquentiel entre ces deux modes, disons, et donc on va donc obtenir une jouabilité qui est meilleure finalement avec ces solutions-là. Donc pour conclure sur cette partie, la fréquence de l'auto-oscillation, elle est contrôlée par le mode principal. On a défini un critère de jouabilité qui est notre force minimale, et on voit que le couplage modal avec le mode principal impacte négativement la jouabilité. Et finalement, notre modèle, il est venu confirmer les choix empiriques qu'ont fait les luthiers, notamment à l'association Structure Sonore Bachet. On voit ici, par exemple, que les plongeoirs sont modifiés dans les notes aiguës. Maintenant, je vais vous parler de la mesure de la loi de frottement. Pourquoi on vient mesurer cette loi de frottement? Parce qu'elle a un impact également sur la jouabilité. Si je ne mets pas d'eau, il n'y aura pas de son. Et dès que je vais mettre mes doigts dans l'eau et frotter, il y aura un son. Donc on voit qu'il y a une relation avec cette jouabilité. Et on voudrait savoir quelle est cette loi de frottement réelle. Donc pour ça, on va venir développer une méthode de mesure in situ. Donc on va venir finalement mesurer ce coefficient mu qui dépend de la vitesse relative. Donc on va venir mesurer les deux vitesses, vitesse du résonateur et vitesse du doigt, mais également les efforts, la force de frottement et la force d'appui. On ne peut pas directement mesurer ces efforts parce qu'on veut que ça soit une mesure avec un vrai résonateur et avec également un vrai doigt. Donc on va développer une résolution d'un problème inverse. Pour faire cette mesure, on va avoir besoin d'un banc expérimental. Il est composé d'un résonateur qui est amorti, qui va être instrumenté avec différents capteurs, notamment un accéléromètre ici, une caméra qui va venir capturer le geste, capturer la scène, et puis on va également utiliser un marteau d'impact et différents PC d'acquisition pour les différents signaux qu'on va mesurer. Parlons de la mesure de la vitesse relative. Pour ça, on va mesurer avec la caméra rapide le geste du doigt frottant. Donc on obtient finalement des images. On va faire un traitement d'images automatique qui va nous permettre d'avoir le déplacement des différentes cibles, et notamment celle qui nous intéresse, la cible positionnée à l'extrémité du bout de la tige de verre et la cible du doigt. On obtient les signaux suivants. Donc une oscillation de la tige liée au frottement, et puis le doigt qui se déplace de manière linéaire. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est non pas le déplacement, mais la vitesse. Et donc, pour obtenir la vitesse sans bruit, on va faire une décomposition en série de Fourier du signal oscillant et une régression linéaire du déplacement du doigt. Donc, on va pouvoir par la suite dériver ces signaux et obtenir la vitesse relative. Maintenant, concernant la mesure de la force de frottement,
on va devoir faire des mesures préliminaires parce qu'on ne peut pas mesurer directement cette force. Donc pour ça, on va faire une mesure d'une fonction de transfert entre l'accéléromètre et un effort connu qui va être capturé par le marteau d'impact. Donc on retrouve une mobilité finalement qui est cette fonction de transfert qui va donner la relation entre l'accélération et la force. On remarque que cette fonction de transfert, elle présente un pic important qui est le mode principal dont on a évoqué tout à l'heure. Et puis par la suite, elle va être très plate. Ça, c'est lié aux différentes pattes viscoélastiques qu'on a placées sur notre résonateur pour justement avoir cette réponse assez plate. Il se trouve que l'accéléromètre ne donne pas de composante continue, donc on a besoin d'une autre mesure préliminaire pour définir la composante continue de cette force de frottement. Donc pour ça, on va mesurer finalement la raideur au point de connexion de cette tige de verre. Donc on va avoir une relation entre la force et le déplacement qui sera utile pour déterminer par la suite la composante statique de la force de frottement. Donc pour ça, on va mesurer les efforts, mesurer le déplacement et la pente de cette relation va nous donner la raideur. Maintenant, en situation de frottement, donc on a le doigt qui vient frotter la tige, on va mesurer l'accélération avec l'accéléromètre et avoir le déplacement avec la cible qu'on retrouve ici. Le déplacement va nous donner la composante statique et l'accélération va nous donner les composantes dynamiques. Ici, de l'accélération et du déplacement. On a ensuite déterminé nos différentes relations qui va nous donner par la suite les composantes statiques et les composantes dynamiques de la force. Donc ça, c'est effectué par une décomposition en série de Fourier. Et on obtient finalement la force de frottement en temporel. Ici, vous est présenté la méthode avec les amplitudes, mais il faut également appliquer cette même méthode pour les phases. Maintenant, concernant la force d'appui, on va également faire une mesure préliminaire qui consiste à placer des masses, donc appliquer un effort sur différents points de la tige de verre. Donc on va connaître la force qu'on va tracer en fonction de la déflexion de la tige de verre à son extrémité. Donc finalement, on va avoir plusieurs raideurs en fonction de la position de la cible 3, donc en fonction de la position du doigt. Donc on va tracer cette raideur en fonction de la position, puisque cette raideur change sur la position de la tige de verre. Maintenant, en situation de frottement, on ne connaît pas cette force. On va connaître cependant la position du doigt avec la mesure de D. On va également connaître la déflexion, la différence de position selon Z de la tige de verre. On va ensuite connaître cette raideur et on va pouvoir remonter à la force d'appui du doigt. Donc finalement, on a tous nos ingrédients pour connaître notre loi de frottement. On a la vitesse relative, on a les efforts de frottement et les efforts, plutôt la force d'appui du doigt. Le rapport entre les deux va nous donner mu, et puis on va tracer ce mu en fonction de la vitesse relative. Donc on obtient le cycle suivant, qui est en fait une loi de frottement qui a un comportement hystérétique, qui peut nous rappeler celle mesurée par Woodhouse avec un archet et une corde, et qui donnait comme hypothèse l'effet thermique. Ici, nous, on part plutôt sur une hypothèse qui est liée à l'effet de la pulpe du doigt, qui aurait une vitesse différente de la vitesse du doigt. Donc finalement, ce qu'on est venu mesurer, c'est une loi de frottement apparente, comme si le doigt était rigide. Pour conclure sur cette partie, on a un cycle qui décrit dans le plan mu vitesse relative, qui est la signature des conditions de contact doigt mouillé et verre. On a développé une mesure qui est in situ, et ça nécessite plusieurs points, notamment d'amortir les modes du résonateur pour avoir une fonction de transfert plate adaptée à la décomposition en série de Fourier. On va également devoir mettre en place des mesures
par différents moyens, notamment des mesures accélérométriques et via la caméra rapide. Et puis, il a fallu mettre en place une résolution d'un problème inverse basée sur la décomposition en série de Fourier. Finalement, on a des perspectives face à ce travail sur notamment la validation de cette hypothèse sur le comportement dynamique de la pulpe. Et on voudrait également faire des mesures systématiques pour voir comment cette loi de frottement évolue en fonction des différents contacts, notamment avec la quantité d'eau, ou est-ce que, par exemple, l'utilisation d'un doigt ou d'un autre pourrait influencer cette loi de frottement. Donc là, on vient de clôturer cette partie sur la jouabilité et comment elle pouvait évoluer sur l'instrument. Et maintenant, je voudrais vous parler de l'enrichissement spectral, et notamment de l'enrichissement spectral des moustaches. Pour ça, j'ai un petit extrait vidéo qui va vous montrer comment ces moustaches enrichissent le son du cristal bâché. Donc on a pu voir que avec moustache et sans moustache, le son n'était pas du tout le même et beaucoup plus riche avec moustache. Donc on voit bien que les moustaches apportent un enrichissement spectral, mais il y a une problématique à ça qui est que finalement ces moustaches enrichissent le son lorsqu'elles sont accordées. Donc il y a des conditions d'accord et qui ne sont pas encore très bien connues par les luthiers. Donc pour mettre en évidence ce phénomène, on est venu au laboratoire simplifier notre cristal et notamment avoir un cristal monomoustache mononote. Donc c'est la figure que vous voyez ici. Et on est venu donc essayer de mesurer au point du collecteur l'effet de la moustache. Notamment sans moustache, vous pouvez entendre le son suivant avec notre cristal simplifié. Puis lorsqu'on ajoute une moustache qui est accordée, donc on voit que l'accord de cette moustache vient enrichir seulement quelques harmoniques. Et puis dans une situation un peu plus complexe du laboratoire, on est venu modifier, par exemple, comme ici vous pouvez le voir, moduler, faire osciller notre moustache, et voici le son qu'on obtient. Peut-être que vous l'avez perçu, mais on entend une modulation, quelque chose qui est assez intéressant d'un point de vue musical. Et puis, donc là, finalement, on a un constat que ça vient enrichir, mais pourquoi? Et puis, cette modulation, d'où ça vient? Surtout que perceptivement, on voit que celle-ci n'est pas liée à la fréquence fondamentale du son produit par le frottement. Donc, on va essayer de modéliser et de recréer ces effets. Et notamment, pour ça, on a besoin d'une simulation temporelle. Donc, pour ça, on va partir des équations du mouvement. On va faire une projection de modèle puisqu'on utilise le formalisme modal. On va utiliser une variable d'état qui va dépendre des amplitudes modales et de leurs dérivés. Puis, en utilisant un schéma explicite itératif, on va pouvoir calculer cette variable d'état à l'instant i plus 1 en fonction de cette variable d'état à l'instant i et des efforts à l'instant précédent. Donc A et B, les matrices, elles vont dépendre des paramètres modaux, comme la masse modale, la fréquence modale, mais également du pas de temps choisi. Donc finalement, en fonction des paramètres de jeu qui sont en rouge ici sur cette figure, donc la force ici et en rouge ici la vitesse du doigt, on va pouvoir calculer la vitesse d'un point de contact, mais également la vitesse d'un autre point du résonateur, par exemple ici, le point d'écoute qui va être celui du collecteur. Donc tout à l'heure, on avait finalement une modélisation de notre modèle sans moustache, et puis on est venu ajouter une moustache et un collecteur, et
mesurer ici la mobilité au point d'une moustache. Et on voit que donc, cette mobilité, en fonction de la fréquence, présente de nombreux pics. Donc ça veut dire qu'il y a une densité modale très importante. Et on voit qu'en fonction de la longueur de notre moustache, ces pics vont se décaler fréquentiellement. Également, on a mis notre moustache verticale pour que ça soit plus simple et qu'il n'y ait pas des effets de perturbation liés à la courbure. Dans un second temps, on est venu mesurer cette mobilité au point de contact et puis on retrouve finalement, pour la mobilité la plus importante, notre mode principal. Dans un second temps, on est venu faire une simulation temporelle de ces deux situations, une moustache à 1,2 mètres et une moustache à 1,26 mètres. Et on remarque que le son produit présente un enrichissement qui est différent. Notamment, la moustache à 1,26 mètres a ici une harmonique qui est très importante, donc l'harmonique 5. Cette fréquence de l'harmonique 5, elle est directement corrélée avec un mode de moustache ici. Donc, c'est-à-dire que pour accorder notre moustache, il va nous falloir une coïncidence fréquentielle entre un harmonique du son produit par le frottement et un mode de moustache. Mais ce n'est pas la seule condition parce que, en fait, finalement, statistiquement, avec cette densité modale très importante, il peut être facile de trouver cette coïncidence fréquentielle. Et pour ça, on a besoin de connaître finalement l'effet de filtrage de cette moustache au niveau du collecteur. Donc, on est venu mesurer la fonction de transfert, non plus sur la moustache, mais la fonction de transfert entre le point de contact et le point d'écoute qui va être celui du collecteur. On est venu calculer et montrer finalement cette mobilité sur une cartographie qui va dépendre de la longueur de la moustache. Donc quand c'est jaune, ça veut dire que la mobilité est élevée, et lorsque c'est bleu, la mobilité est faible. Et donc pour chaque longueur de moustache, on va avoir une mobilité de transfert qui est donc représentée sous cette cartographie. Sur la droite, on a deux coupes verticale de cette cartographie à 1,2 et 1,26 mètres, donc qui représentent les deux moustaches précédemment étudiées. On remarque que ces deux mobilités croisées, on a une légère différence et c'est au niveau de cette harmonique H5 où finalement la longueur 1,26 va avoir une mobilité très importante. Donc on peut par exemple regarder cela sous une forme de coupe maintenant horizontale et on voit qu'entre une longueur 1,26 et une longueur 1,2, on a presque une différence de 30 dB. Donc ça veut bien dire que la moustache, elle agit comme un filtre sur cette fonction de transfert et que lorsque la mobilité va être élevée du collecteur sur cette fréquence-là, on va pouvoir percevoir cet effet de vibration par sympathie induit précédemment. Maintenant, je voudrais évoquer avec vous la modulation des effets de vibration par sympathie, donc ce qu'on a pu percevoir tout à l'heure en laboratoire. Et on a vu que c'est finalement indépendant du frottement, puisque lorsqu'on fait une mesure avec un impact sur cette moustache, on remarque également cette modulation à différentes fréquences. Quand on va venir modéliser cette moustache et qu'on va faire varier la courbure de cette moustache, donc ici vous voyez la moustache qui est encastrée à son bout, et puis on vient faire varier finalement le déplacement transversal comme un déplacement transversal de cette moustache, on va obtenir une base modale. Donc en fonction de la courbure, on va avoir les fréquences propres de cette moustache. On voit que globalement, il y a de nombreux modes qui n'évoluent pas en fonction de cette courbure, donc il n'y a pas de modification de la fréquence, mais pour 3 modes en particulier, on va avoir une modification de cette fréquence en fonction de la courbure, et ça, c'est directement lié, finalement, ce mode particulier correspond au mode longitudinal de la moustache. Donc pour une courbure nulle, on va retrouver la fréquence du mode de traction-compression
de cette poutre encastrée libre. Donc finalement, lorsqu'on vient faire varier la courbure de la moustache, on va faire varier la fréquence de ce mode longitudinal qui va se coupler avec des modes de flexion, et on va pouvoir percevoir cette modulation par la suite. Finalement, pour conclure sur cette partie des moustaches, on va avoir une vibration par sympathie qui permet un enrichissement spectral d'une harmonique spécifique. Les conditions d'accord sont maintenant connues. Il s'agit des conditions, une coïncidence fréquentielle entre le mode de moustache et une harmonique du mode, une harmonique du son produit par le frottement. Et il faut également une mobilité du collecteur élevée pour pouvoir percevoir cette vibration par sympathie. Également, la modulation des vibrations sympathiques produit une sonorité inhabituelle qui est liée à la courbure de cette moustache. Également, ici, on voit la mesure, une nouvelle mesure par impact, où on voit finalement un comportement encore plus complexe, mais on va pouvoir le modéliser grâce à notre compréhension aujourd'hui de la moustache. Maintenant, je voudrais évoquer avec vous l'enrichissement produit par les feuilles de métal. Et pour ça, je voudrais introduire ce sujet avec un extrait du journal de François Bachet, donc, qui écrit « Tous ces essais sur les tôles montrent le fait suivant. Une tôle plane vibre comme le tonnerre lorsqu'on lui injecte une fréquence préférentielle. Autrement, elle répond très mollement. Bref, sa courbure de réponse en dents de scie est inégale. » Également, durant leurs travaux, Bernard et François Bachet ont fabriqué de nombreux instruments, dont celui-ci qui est composé de 3 tôles, et également de nombreux résonateurs qu'on voit ici. Donc ici, la tige de verre est verticale et vous avez les tiges filetées qui sont horizontales. Et puis avec beaucoup d'humour, François Bachet décrivait cette plaque comme ceci. Voici un essai très volumineux, puisque les tôles font 150 par 100 cm. Les sons dans l'aigu ressemblent à une trompette. Quelques notes dans le grave ont des sons d'orchestre symphonique de 40 violoncelles. Cette structure fut immédiatement baptisée 2 chevaux Citroën, en hommage à la ugliatissime mais most ingénieussime voiture populaire fabriquée par Citroën. Donc on voit tout l'humour de ces inventeurs, mais également on peut en traduire finalement que les effets des tôles sont inégaux en fonction de la note jouée. Et puis également, il y a un timbre qui est très particulier lié à ces tôles. Maintenant, retournons dans notre laboratoire, où on va essayer de mettre en évidence ce qu'essaie de dire avec ses propres mots François Bachet. Notamment, on va venir suspendre une plaque qui est aujourd'hui utilisée pour la fabrication des feuilles du cristal. Et donc, on va exciter cette plaque avec un pot vibrant à une note spécifique du cristal Bachet. Et voici ce qu'on peut écouter. Ah non, c'est la truc. Donc là, ce qu'on entend, c'est que l'amplitude injectée dans la plaque augmente au fur et à mesure du temps, et on voit que la réponse de la plaque, elle, se modifie également. Au départ, finalement, la réponse de cette plaque, elle est presque linéaire, c'est-à-dire que la fréquence injectée, finalement, la réponse de la plaque va être égale à la fréquence à la fréquence d'excitation. Puis, lorsque l'amplitude augmente petit à petit, qu'on peut voir avec ce spectrogramme, on va avoir le spectre qui s'enrichit peu à peu, d'abord par l'ajout de raies fréquentielles, puis à la fin, on ne pourra plus décrire ce spectre par des composantes fréquentielles, mais par un continuum de fréquences, et ça arrive lorsque l'amplitude d'injection est importante. Et on va finalement voir
un enrichissement spectral très important. Donc finalement, ce comportement-là est lié à la vibration de grande amplitude, qu'on appelle aussi vibration non linéaire. Ça impacte l'enrichissement qui est très large bande. Puis on va pouvoir décrire cet enrichissement avec un descripteur qui est le centre de gravité spectrale, qui est défini par la fonction psi ici. Et on va tracer ce centre de gravité spectrale sur le spectrogramme en rouge et on voit qu'il augmente avec l'enrichissement de cette plaque, l'enrichissement du son. On va pouvoir tracer cet enrichissement spectral en fonction des notes du cristal Bachet et en fonction de l'amplitude d'injection. Donc pour chaque note, on est venu faire la mesure qu'on a présentée précédemment. Et donc, on voit que l'enrichissement spectral, il est hétérogène sur la tessiture de l'instrument. Donc, dans les graves, on a un fort enrichissement spectral. Et dans les aigus, on a un faible enrichissement spectral. Et cet enrichissement, il dépend de l'intensité du son produit. Pour conclure sur ma présentation, j'ai tout d'abord évoqué la jouabilité du cristal Bachet. Elle a un lien direct avec la production de l'auto-oscillation. Cette auto-oscillation, elle est contrôlée par un mode principal et on a défini des descripteurs qui mettent en évidence une difficulté à émettre des sons dans les aigus. Également, la loi de frottement, elle a un rôle sur cette jouabilité. Elle a été mesurée, elle présente et elle met en évidence un comportement hystérétique. Concernant l'enrichissement spectral du son, les moustaches enrichissent le son spectralement, mais de manière très localisée. C'est induit par une vibration par sympathie des moustaches, et cette vibration peut être modulée par l'effet de la courbure de la moustache. Les conditions d'accord de cette moustache sont maintenant connues. Concernant la feuille de métal, l'enrichissement spectral est lui très large bande. C'est lié à des comportements non linéaires des plaques minces. Et on a une hétérogénéité de cet enrichissement sur la tessiture de l'instrument. Donc ce travail ouvre à de nombreuses perspectives. Notamment, on a étudié jusqu'ici plutôt la vibration de notre instrument et on voudrait par la suite étudier le rayonnement du cristal Bachet, notamment comment ce rayonnement dépend de la fréquence, et des différents éléments qui constituent le cristal Bachet, donc par exemple par des mesures d'holographie acoustique. On pourrait également comparer les mesures qu'on a fait avec cette feuille de métal avec des modèles qui sont existants, notamment des modèles phénoménologiques. On pourrait mesurer l'évolution de la loi de frottement avec différents paramètres comme on l'a évoqué précédemment. Également, quelque chose qui serait très intéressant de faire, c'est de mesurer le geste sur différents registres avec une instrumentiste professionnelle et de mettre ces mesures en regard de la jouabilité perçue. Évidemment, ce travail, il a été fait sous le regard et sous l'angle de l'aide à la lutherie et donc il pourrait être très intéressant de développer des outils à destination des luthiers basés sur ce travail, notamment comme la boîte PAFI. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je serai très contente de répondre et de discuter avec vous. Merci à tous.